Bonjour et bienvenue pour ce Natura News numéro 5, votre chronique santé et nutrition hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler de détox, de bonne résolution, de flore intestinale et de sport. Pour commencer avec cette revue de presse, nous avons le droit, comme chaque année au mois de janvier après les fêtes, à des articles dans la presse féminine autour de la détox. Voilà, des exemples de cures de détox, faites votre menu détox, etc. Donc, bien entendu, si vous me suivez régulièrement, vous savez que l'utilisation de ce mot m'est absolument insupportable parce que c'est utilisé à toutes les sauces. Personne ne sait ce dont il s'agit, bien entendu. Personne n'est capable d'expliquer en quoi cela détoxifierait quoi que ce soit, quelle toxine, par quel mécanisme biologique. Ça, bien entendu, les créateurs de ces méthodes sont bien incapables de l'expliquer. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous invite à voir ma vidéo, si ce n'est déjà fait, que j'avais réalisée sur le sujet l'année dernière, dans laquelle je rentre en détail donc sur tous les mécanismes, notamment au niveau du foie, qu'est-ce que signifie réellement une détoxification et donc en quoi ces méthodes et ces produits n'ont rien de détoxifiant au final. Comme chaque année également, autre marronnier, nous avons le droit à des articles autour des bonnes résolutions. C'est normal, le mois de janvier est l'époque pour cela. D'ailleurs, parenthèse, savez-vous que janvier vient de Janus, qui était le dieu romain des commencements et des fins, ce dieu à double face, l'une regardant vers le passé et l'autre vers l'avenir. D'où le fait que le mois de janvier porte bien son nom. Au final, beaucoup d'articles dans la presse sur ce sujet, la plupart bien entendu sans intérêt. Donc je vais juste rapidement vous donner les points les plus importants qui pourront vous être utiles pour vous fixer des objectifs. La plupart de ces points sont d'ailleurs tirés d'une excellente vidéo de la chaîne Braincraft, qui est une chaîne en anglais autour de la psychologie. Donc déjà première statistique, bon, c'est une statistique américaine, mais certainement qu'en France on doit tourner plus ou moins autour des mêmes proportions. Savez-vous que seulement 8% des gens qui ont pris des bonnes résolutions arrivent à les atteindre à la fin de l'année? C'est donc bien qu'il y a un problème dans la façon de les définir et dans la façon d'essayer de les accomplir. Les 4 erreurs majeures lorsque l'on prend des bonnes résolutions sont premièrement le fait de trop les orienter résultats, c'est-à-dire je veux perdre 10 kilos, je veux prendre 10 kilos de muscles, je veux arrêter de fumer, etc. Mais de ne pas du tout prendre en compte le processus pour arriver à ce résultat. On ne va pas définir les étapes nécessaires pour atteindre cet objectif. Par exemple, ok, on veut perdre 10 kilos au 31 décembre, mais demain, qu'est-ce que je peux faire? La semaine prochaine, qu'est-ce que je peux faire? Et ainsi, vraiment, écrire, définir clairement toutes les étapes. Peut-être qu'au lieu de se dire que bon, dans un mois, j'aurai une alimentation saine, parfaitement équilibrée, ça ne va pas arriver par miracle du jour au lendemain. Donc peut-être que demain, déjà, je pourrais arrêter les 3 morceaux de sucre dans mon café. Après-demain, je pourrais arrêter les sodas sucrés. Le jour d'après, je peux peut-être essayer d'arrêter de grignoter quand je rentre du travail des gâteaux avant de dîner, etc. Donc vous avez compris l'idée. Voilà, il faut vraiment essayer de se poser pour définir tout le process. Peut-être que vous aurez besoin d'accompagnement. Peut-être que vous aurez besoin d'aide, etc. La deuxième erreur qui rejoint la première, en fait, c'est de définir des résolutions qui sont trop sur le long terme. Donc par exemple, comme je le disais, si l'on veut perdre par exemple 10 kilos dans un an, très bien, mais peut-être se fixer des objectifs intermédiaires. Peut-être que déjà, si j'ai perdu 1 kilo dans 15 jours, je pourrais m'estimer satisfait et ça me motivera pour continuer sur ma lancée. Ou plutôt que de me dire, bon, bah, dans un an, je voudrais être un très grand athlète, peut-être que déjà, si dans un mois, j'arrive à tenir d'aller une fois par semaine à la salle de sport, ce sera déjà pas mal. Et puis, 2 mois après, si j'arrive à aller 3 fois par semaine, là, ce sera déjà beaucoup mieux. Donc, vous voyez, essayez aussi de se fixer des étapes intermédiaires au niveau des objectifs. La troisième erreur, c'est de ne se fixer des objectifs et des résolutions uniquement négativement, c'est-à-dire je veux me débarrasser de quelque chose, je veux arrêter de fumer, donc je veux me débarrasser de la cigarette, je veux perdre du poids, donc je veux me débarrasser des kilos en trop. Et le problème, c'est que ce n'est pas forcément très motivant pour la plupart des gens, cette connotation négative. Il faut peut-être aussi essayer de voir le positif, au lieu de se dire je vais
arrêter de fumer, voilà, je me focalise là-dessus. C'est plutôt je veux retrouver ma santé, je veux retrouver mon souffle lorsque je monte les escaliers, je veux retrouver mon souffle lorsque je fais mon jogging, etc. Plutôt que se focaliser sur les kilos perdus, voilà, se focaliser sur la santé et l'énergie regagnée, etc. Enfin, vous avez compris l'idée. La quatrième erreur régulièrement faite, c'est de se fixer des objectifs trop ambitieux. Donc, on va se fixer une résolution presque inatteignable. Par exemple, je ne sais pas, perdre 10 kilos la semaine prochaine, enfin j'exagère un peu, mais courir un triathlon dans 6 mois alors que l'on a 20 kilos à perdre et que l'on n'a jamais fait de sport depuis 20 ans. Et le problème, c'est qu'en se fixant des objectifs presque inatteignables, c'est bien d'être ambitieux, hein, mais il faut aussi savoir rester réaliste parce que si l'on se fixe des objectifs que l'on n'atteint pas, bien entendu, ce sera facteur de démotivation, de frustration et donc on sera beaucoup plus à même d'arrêter. Même sur des objectifs que vous pourriez croire réalistes, mais par exemple, prenons quelqu'un qui n'a jamais fait de sport depuis des années, qui se fixe d'un seul coup d'aller à la salle 4 fois par semaine par exemple, eh bien, il va réussir à tenir peut-être 15 jours, mais il n'aura pas pris en compte les différents aléas de la vie, ses différentes occupations, etc. Finalement, il va finir par zapper une semaine, la semaine d'après n'y aller plus qu'une fois, etc. Et donc il va se dire, bon, bah, j'ai échoué dans cet objectif d'y aller 4 fois par semaine, donc j'abandonne, j'arrête. Et c'est la raison pour laquelle il y a énormément de gens qui s'inscrivent dans les salles de fitness au mois de septembre et au mois de janvier, et que finalement il y en a peut-être que 50% qui continuent à venir régulièrement ensuite sur le reste de l'année. Au final, on n'a pas besoin d'être au mois de janvier pour se fixer des objectifs en termes notamment de santé. Ça, je vous invite régulièrement à le faire. Ça peut souvent être motivant pour la plupart d'entre vous. Mais j'insiste encore une fois sur l'importance de bien définir le processus pour arriver à cet objectif, les éléments nécessaires pour l'atteindre et surtout de ne pas oublier non plus les facteurs limitants, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être bloquant dans l'atteinte de cet objectif. Par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, ne négligez pas les différentes sources de stress qui pourraient vous refaire tomber dans la cigarette. Par exemple, si vous avez telle ou telle personne dans votre entourage qui est un gros facteur de stress et qui va peut-être, si vous pensez, vous inciter à reprendre la cigarette pour diminuer psychologiquement ce stress, et bien peut-être qu'il faut d'abord travailler sur les différentes sources de stress avant d'arrêter de fumer afin que cet arrêt du tabac soit un succès. Passons maintenant aux critiques de 2 livres sur lesquels vous m'avez demandé mon avis depuis un moment, mais auparavant, je voudrais juste vous rappeler les critères que j'utilise justement pour juger et noter un livre et pourquoi parfois vous pourrez considérer que ce jugement est peut-être assez sévère. J'utilise principalement 3 critères pour juger d'un livre, encore une fois par rapport à vous, par rapport à ce qu'il peut vous apporter. Ce n'est pas forcément un jugement uniquement par rapport à moi. Donc premièrement, est-ce qu'il est solide scientifiquement? Est-ce qu'il est bien référencé? Bien entendu, là on parle de livres autour de la santé et de la nutrition, pas de livres témoignages dans lesquels ce type de critère n'aura pas lieu. Donc est-ce qu'il est bien sourcé, bien référencé? Est-ce que la personne a mis des références d'études scientifiques par rapport aux hypothèses ou au sujet dont elle parle, ce qui n'est pas toujours le cas, faut être honnête, d'ailleurs comme on va le voir dès aujourd'hui. Mais parce que sinon, si c'est juste une opinion ou si c'est juste du on dit, comment accorder du crédit à cette parole ou à ces écrits? Comment savoir si ce qui est dit est vrai? Parce que même avec des études, on peut les interpréter de différentes manières, mais c'est au moins important quand même d'avoir cette base de discussion. Donc c'est pour ça que j'en fais un critère important. Deuxième critère, l'apport par rapport à la littérature existante. Est-ce que ce livre apporte quelque chose de nouveau, aussi bien dans la forme que sur le fond, par rapport à d'autres livres sortis auparavant? Ça peut être soit donc un sujet pointu qui n'avait pas forcément été traité aussi profondément auparavant dans des livres précédents, soit ça peut être un sujet qui a déjà été traité dans d'autres livres,
mais sur la forme, il apporte vraiment quelque chose de nouveau, une mise en application plus simple, une meilleure pédagogie. Et troisième critère, est-ce que ce livre est réaliste et peut être mis en application? C'est-à-dire par exemple, vous pouvez avoir la meilleure méthode du monde, si à la fin vous n'avez aucune idée de comment mettre en application ce modèle alimentaire, si on parle de nutrition, le livre ne va pas forcément servir à grand chose à partir du moment où, bien entendu, c'était l'objectif. On peut avoir éventuellement un livre uniquement axé connaissance pour la connaissance, et à ce moment-là, il n'y a pas de question de méthode et de mise en pratique. Première critique, Paléobiotique de Marion Kaplan aux éditions Thierry Soucard. Donc encore une fois, ici, je critique uniquement le contenu du livre. Je ne m'occupe pas du tout des écrits précédents de l'auteur, où ce sera pareil pour les autres livres. Ça, ensuite, chacun peut penser ce qu'il veut de chaque auteur. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je lis juste les deux lignes de la 4e de couverture. Marion Kaplan est bionutritionniste, élève du docteur Kousmine et auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur le thème de la santé et de l'alimentation. Donc le livre sur sa forme est très joli, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup ce format, il y a une belle mise en page. Et au niveau du sommaire, donc, de quoi traite-t-il? Première partie, les mauvaises nouvelles, donc c'est-à-dire les aliments qu'il faudrait éviter parce que nuisibles pour la santé, donc le sucre, le gluten, les produits laitiers, les contaminants alimentaires, les additifs chimiques, l'eau. Deuxième partie, enfin l'eau contaminée. Deuxième partie, les bonnes nouvelles. Donc là, on a plus un sujet autour du microbiote, du lien entre ventre et tête, des outils de la paléobiotique, et ensuite la mise en application justement avec une méthode en 3 étapes et des recettes. Donc par rapport aux critères que je vous ai évoqués juste auparavant, déjà premièrement par rapport au titre, paléobiotique, personnellement, quand j'ai vu ce titre, je m'attendais à un livre entièrement dédié au sujet du microbiote, au sujet de la flore intestinale, qui personnellement est un sujet qui me passionne, sur lequel il y a énormément de choses à dire, car les choses ces dernières années évoluent très rapidement dans la recherche médicale. Et donc j'ai été assez déçu déjà par rapport à ça, sur le fait qu'au final, ce sujet n'est traité que sur quelques pages par rapport à la globalité. Il aurait pu s'appeler J'apprends à manger paléo ou voilà, un titre de genre. Finalement, c'est plus une méthode d'alimentation qui cadre plus ou moins avec ce qu'on appelle le régime paléo. Donc, voilà, première critique. Ensuite, deuxièmement, par rapport aux critères, là, je suis désolé, mais il n'y a quasiment pas de référence scientifique, il n'y a pas de véritable bibliographie d'études, etc. Donc là, c'est quand même assez préjudiciable selon mes critères. C'est pour cela que, pour moi, ça ne donnera pas forcément une très bonne note. Par contre, alors sur les points positifs, au-delà de la forme, toute la partie recette, ça correspond parfaitement, même avec des recettes que je peux faire. Sur l'application pratique dans l'assiette, j'ai aucun problème avec ça. Mis à part, quand même, afin d'éviter le sucre, dans les recettes, on a une utilisation, enfin en tout cas dans certaines recettes, une utilisation assez importante, voire très importante, du xylitol. Donc parfois des quantités assez hallucinantes, comme 140 grammes, là je tombe au pif, de xylitol. Enfin, personnellement, je trouve ça beaucoup trop, et surtout que le xylitol, comme tous les polyols, ne convient pas à tout le monde, parce que ce n'est pas que c'est mauvais pour la santé, mais il peut poser des problèmes digestifs chez certains. Donc c'est un peu du cas par cas, mais en tout cas, j'en aurais pas fait un remplaçant absolu à mettre dans de telles quantités dans les recettes. Donc ça, c'est quand même un bémol. Et sur le côté méthode, le côté mise en pratique, voilà, déjà on commence, première étape, la détoxification. Voilà, vous connaissez mon avis sur l'utilisation de ce mot, donc déjà c'est mal barré. Et en plus, on recommande un jeûne entre en gros 5 et 15 jours pour commencer la méthode. Et moi, toutes ces méthodes qui commencent soit par des jeûnes, soit par des monodiètes, je ne fais même pas une analyse du pour ou contre le jeûne. Je dis juste que le mettre dans une méthode comme première étape indispensable à suivre par tout le monde, sauf par des cas de maladies graves, moi, je ne suis pas d'accord. Le but, c'est d'apprendre à manger aux gens, comment bien manger, et le jeûne est un sujet à part. Donc, résultat, la note que je donne à ce livre, je lui donne 2 mammouths sur 5.
Deuxième livre cette semaine, Paléophyte du docteur Fabrice Kuhn. Je vous lis la 4e de couverture. Fabrice Kuhn est médecin du sport, ancien médecin de l'équipe de France d'haltérophilie. Il est aussi triathlète et il est l'auteur de Nutrition de l'endurance. Donc, nouveau cross-training inspiré de l'évolution humaine, endurance, force, explosivité, une préparation physique complète pour un corps plus affûté, plus tonique, plus performant. Donc on s'attend à une méthode de remise en forme. Le livre, sur la forme, c'est exactement la même que Paléobiotique. Le format des éditions Thierry Soucard est un format que j'aime bien au niveau de la taille, de la mise en page, en couleur, tout ça. Enfin, ça fait plutôt des beaux livres. Et donc au niveau du sommaire, on a première partie renouer avec l'activité physique de nos ancêtres. Donc là, on a une explication intéressante sur comment notre corps au niveau biomécanique a évolué, notamment pour être assez fort en endurance, pour la chasse persistante, toutes ces choses-là. Le fait que donc on est capable d'efforts à différentes intensités. Il parle justement des différences d'intensité dans l'exercice, l'intérêt de chacune, l'intérêt des exercices plus de musculation. Enfin voilà, c'est une petite partie théorique qui est assez synthétique, mais que je trouve bien faite et bien complète. Et ensuite, on a donc une application pratique avec une série d'exercices. En gros, le panel, c'est des exercices au poids du corps. Ça va des pompes, des burpees, des fentes, etc. Et la course à pied sur des modèles plutôt en général fractionnés. Donc par rapport aux critères de jugement que je vous ai cités au début, donc sur les références, on a, même si le sujet se prête peut-être un peu moins que l'alimentation à un énorme pavé de références, on a quand même un certain nombre de références par rapport à cette première partie théorique, donc ça c'est un bon point. Ensuite, au niveau de l'apport, donc bien entendu, il y a beaucoup de livres sur la remise en forme, sur des méthodes de remise en forme, au poids du corps, avec appareil, avec des poids, etc. Donc on pourrait dire que dans l'absolu, tout peut se trouver ailleurs séparément, mais je trouve que c'est une bonne méthode synthétique. Et pour quelqu'un qui n'aurait pas les moyens d'aller en salle et qui voudrait avoir une méthode un peu qui lui permette de cadrer un plan de remise en forme, je trouve ça plutôt pas mal parce que voilà, ça mélange aussi les différentes intensités, le renforcement musculaire avec le cardio. Donc sur cet aspect-là, je le trouve vraiment pas mal. Et enfin, donc, sur la mise en pratique, ben, la méthode est bien faite. Donc au final, le petit bémol que je mettrais à la rigueur, c'est qu'on pourrait avoir, hein, ça, si on est exigeant, on pourrait avoir un peu plus de variété dans les exercices au poids du corps. Hein. On pourrait en rajouter un peu plus, mais ça, je pense qu'ensuite, c'est facile de trouver en s'inspirant de différents programmes. Vous cherchez sur des choses freeletiques, dans le crossfit. Enfin voilà, il y a plein de mouvements aussi au poids du corps. Donc ça se trouve, mais voilà, on aurait pu peut-être, je ne sais pas, proposer sur un site des exercices supplémentaires en vidéo. Enfin voilà, c'est des idées. Mais au final, mon jugement est plutôt positif. Et je lui donne donc 4 silex sur 5. Comme avec le premier livre, nous avons évoqué le sujet de la flore intestinale, je me suis dit que pour la sélection d'études cette semaine, j'allais justement me focaliser sur le sujet. Première étude, nous avons les travaux de chercheurs de l'université de Stanford qui ont comparé les effets d'une alimentation pauvre ou d'une alimentation riche en fibres sur des souris dans lesquelles on avait transplanté une flore intestinale humaine. Donc juste 2 rappels pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle. Premièrement, donc la flore intestinale, ce sont toutes ces bactéries que vous avez dans vos intestins. Vous avez 10 fois plus de bactéries dans votre système digestif que vous n'avez de cellules dans votre corps. Donc vous comprenez bien l'importance fondamentale de cette flore intestinale pour votre santé. Et deuxième précision, les fibres, ce sont donc ces molécules que l'on trouve dans la paroi des cellules des végétaux. C'est dans les végétaux uniquement. Et donc ensuite, on a 2 types de fibres, en gros, les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres solubles pouvant être fermentées par ces bactéries, justement de la flore intestinale, et les fibres insolubles ayant plus une action mécanique pour accélérer le transit. Là, j'ai vraiment fait simple,
mais c'est juste pour ceux qui ne connaissaient pas un petit peu les termes. Dans cette étude, les souris avec le régime pauvre en fibres ont vu une chute très importante du nombre de bactéries dans la plupart des souches par rapport à celles qui avaient une alimentation riche en fibres. Et l'autre point intéressant, c'est que même ensuite, lorsque ces souris ont repris une alimentation riche en fibres, la plupart des souches des bactéries ne sont pas revenues au même niveau que celles qui étaient restées constamment dans l'alimentation riche en fibres. Donc en gros, si je simplifie pour un côté cas pratique mis en application réelle, c'est-à-dire que c'est comme si après des années de malbouffe, votre flore intestinale s'était fortement dégradée et que si ensuite vous repreniez ou démarriez tout court une alimentation saine, notamment riche en fruits et légumes, eh bien, il est fort probable, en tout cas d'après ces travaux préliminaires, que cela ne suffise pas à récupérer une flore intestinale parfaitement saine et équilibrée. Je rappellerai juste que moins de 10% de la population française atteint l'apport optimal recommandé en fibres, qui est de 30 grammes par jour. Et donc ce sujet du manque de fibres et du développement de la flore intestinale est un sujet majeur qui va certainement concerner beaucoup de monde dans les années à venir. Deuxième étude sur les effets de la prise d'un probiotique, le VSL3, pendant 4 semaines chez des personnes qui ont été également soumises à une alimentation hypercalorique. Donc le VSL3 est un produit que l'on trouve en Amérique du Nord. C'est un probiotique mais un petit peu particulier. C'est-à-dire que d'une part, il contient un peu moins d'une dizaine, je crois, de souches de probiotiques différentes, de bactéries différentes. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une ou deux souches comme la plupart des probiotiques que vous pouvez trouver en pharmacie. Et surtout, les quantités n'ont rien à voir parce que, en général, les gélules que vous trouvez ou même les sachets que vous trouvez en pharmacie ou en magasin diététique, on a une quantité autour de 5 milliards de bactéries. Là, on est, il me semble, sur du 450 milliards. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes quantités, sachant que en fait, ces 5 milliards dans une gélule, il y a peu de chances que c'est un réel impact par rapport à la quantité totale de bactéries que vous avez dans vos intestins. C'est une goutte d'eau dans l'océan, donc c'est normal que ça n'a pas forcément un grand effet. Et dernier point, ce produit, le VSL3, est particulier aussi parce qu'il est conservé en réfrigération, enfin il est réfrigéré, donc ça permet d'avoir des souches qui restent actives. Voilà, toutes les questions sur ces souches qui seraient désactivées à température ambiante. Voilà, est-ce que c'est aussi efficace ou pas? Selon moi, non. Mais voilà, c'est pour noter que ce produit est un petit peu particulier. Est-ce qu'on pourrait presque le mettre au niveau d'un médicament, selon moi, en tout cas dans son utilisation qui ne doit pas être faite n'importe comment. Donc revenons à notre étude. C'était juste pour vous expliquer un petit peu le contexte. Donc on a pris des gens auxquels on a fait manger normalement, mais de la même manière, pendant 2 semaines. Et ensuite, on leur a fait manger 1000 calories supplémentaires par jour par rapport à leurs besoins et par rapport à ce qu'ils mangeaient avant, afin de stimuler la prise de poids volontairement. Donc on a fait ça pendant 4 semaines, pendant lesquelles on leur a fait prendre également ce probiotique. Et ce qui est intéressant, c'est donc on avait bien sûr ceux qui prenaient le probiotique et ceux qui prenaient un placebo. Eh bien, ceux qui ont pris le probiotique ont pris un petit peu moins de poids et surtout un petit peu moins de masse grasse. Donc ce n'est pas énorme comme différence, mais c'est suffisamment notable, même si le groupe de l'étude est très petit, une vingtaine de personnes, mais l'effet est tout de même intéressant à noter et ce n'est pas tellement surprenant quand on commence à comprendre le rôle que jouerait la flore intestinale dans le métabolisme et l'absorption des calories. On commence à voir qu'il y a des différences, notamment entre les obèses et les personnes minces. C'est-à-dire qu'en gros, plus vous êtes mince et plus vous mangez sainement, notamment riche en fruits et légumes, etc., depuis longtemps, et plus vous auriez une flore intestinale protectrice qui vous permettrait, entre guillemets, de gagner moins de poids par rapport à d'autres personnes pour une alimentation équivalente. Si pendant une courte période, vous mangez beaucoup plus de calories, vous aurez moins de chances de prendre du poids qu'une personne, au contraire,
en fort surpoids, qui mangerait des produits industriels et raffinés depuis des années, et qui, si elle augmentait de la même manière son apport calorique, aurait plus de chances de prendre du poids. Donc vous voyez un petit peu l'importance à la fois de la flore intestinale et finalement le fait que parfois la perte de poids peut prendre du temps à arriver quand on change d'alimentation, le temps que la bonne flore se développe. Si on a été dans des années de malbouffe, ben voilà, le fait qu'on reprenne une alimentation faite de produits bruts, de fruits, de légumes, de viande, de poisson, des œufs, etc., des oléagineux, enfin après ça dépend de chacun, mais en gros par rapport aux fibres, voilà, de fruits, de légumes, bon les céréales complètes après ça peut se discuter, les oléagineux il y en a, les légumineuses il y a aussi des fibres très intéressantes, donc bref ça peut prendre un petit peu du temps, voilà, parfois pour que la perte de poids se déclenche par rapport à cette histoire de flore intestinale, mais encore une fois c'est un sujet sur lequel on va beaucoup apprendre dans les années à venir. Troisième étude de l'Université du Colorado sur les liens entre exercice physique et flore intestinale microbiote. C'était une étude sur des rats, qu'on a soumis pour une partie à de l'exercice physique dès le plus jeune âge. Et donc on a comparé ensuite le développement de la flore intestinale et d'autres facteurs au cours de leur vie entre ceux qui faisaient de l'exercice physique régulièrement, quotidiennement, et ceux qui n'en faisaient pas. Et ce que l'on a remarqué, c'est que pour ceux qui se mettaient à l'exercice physique assez jeunes, eh bien, on avait un meilleur développement de la flore intestinale, ce qui avait un effet positif sur le développement du cerveau et également des effets antidépresseurs. C'est-à-dire qu'il y aurait une plasticité de la flore intestinale qui s'adapterait positivement à l'exercice physique quotidien à partir d'un âge assez jeune. Et cette plasticité étant moins présente l'âge avançant, eh bien, l'exercice physique qui ne débuterait qu'à l'âge adulte aurait moins d'effets bénéfiques par rapport au plus jeune âge. Donc en gros, application pratique, mise en pratique, si vous avez des enfants, faites-les bouger au maximum dès leur plus jeune âge. Attention à la sédentarité, attention voilà, d'être assis notamment devant les écrans toute la journée. C'est préjudiciable dans l'absolu, mais notamment par rapport à ce sujet de la flore intestinale. Et bien entendu, même si vous êtes adulte, quel que soit votre âge, bougez tout le temps, faites du sport, faites de l'exercice physique, soyez en mouvement. Voilà, c'est ce mot qui résume le mieux, je trouve. Soyez en mouvement du matin au soir le plus possible. C'est tout pour cette semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.